Le travail pluridisciplinaire est hyper important et surtout, il faut vachement positiver avec les patients. Quand ils viennent pour un ménisque, c'est jamais très grave, c'est pas vital, donc on peut déjà commencer par les rassurer, sachant que généralement, le radiologue leur aura bien foutu les boules en leur disant que la vie était finie et que, voilà, donc on peut commencer déjà par les rassurer. Alors, le doc et le chir ont bien commencé avec le ménisque. On va essayer d'élargir un petit peu la focale. L'objectif, c'est de ne pas passer la soirée sur le ménisque, mais on va essayer de prendre un petit peu de recul pour avoir la vie. Alors, je suis podologue, je travaille un peu dans la posture, mais pour essayer de comprendre pourquoi les gens finissent avec une lésion dégénérative du ménisque, et notamment de cette fameuse corne postérieure. Donc en fait, pour ça, ce qui est important, c'est toujours... Je sais pas, je ne connais pas ça. Non. L'important, c'est toujours forcément de partir du diagnostic, et puis après, d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes lésionnels, quels sont les mécanismes biomécaniques qui sont à l'origine de ce traumatisme. Un traumatisme, une lésion méniscale, on peut prendre un coup dans le genou, mais après, quand c'est dégénératif, généralement, c'est quelque chose qui se fait avec les années et souvent par un mauvais mouvement. Donc, pour commencer, on va parler un peu de posture. L'objectif, c'est de comprendre un peu son patient. Donc, je vais reprendre quelques bases, les bases que certainement tout le monde connaisse. On a cette fameuse verticale de Barré où le corps humain doit s'organiser autour d'une verticale qui passe, je l'ai marqué, par le vertex. Quel est l'autre? Il n'y a pas de lampe là. Par le vertex, qui est le sommet du crâne, l'apophyse de C2, le corps vertébral de la troisième vertèbre. Et ça doit se projeter normalement au centre du polygone de sustentation, on le verra plus tard, qui est un petit peu en arrière par rapport à l'empreinte des deux pieds. Ça, c'est pour le plan sagittal. Et pour le plan frontal, on doit avoir une verticale qui doit passer par l'axe bipupillaire, par le pli interfessier, les condyles fémoraux et entre les deux malléoles. Et à partir de là, quand cet axe est respecté, quelle que soit la position, un peu, vous les voyez ici, hein, sur certains exemples, on peut avoir des gens qui ont des postures différentes et qui vont bien. L'objectif n'est pas forcément de remettre les gens toujours dans un bon axe, c'est de les remettre dans leur axe à eux. Et après, dans le plan horizontal, l'alignement des épaules par rapport au bassin, ça c'est vachement important pour les torsions du dos et aussi du genou. Toujours quelques petits rappels. Au niveau de la projection, attendez, je vais prendre quand même mon petit bip là. Ça c'est important, on retrouve la projection du centre de gravité et la réponse des deux pieds, une force descendante et deux forces ascendantes, qui est la réponse au poids du corps. Théoriquement, on doit retrouver ce centre de gravité à peu près à 60% sur l'arrière-pied, 40% sur l'avant-pied, et une répartition homogène entre le pied droit et le pied gauche. On estime qu'à partir de 3% de plus sur un côté, ça peut devenir pathologique. Donc on peut avoir une surcharge d'un bassin, d'une hanche et tout ce qu'on veut. Alors ça, c'est extrêmement important pour comprendre un peu la posture des gens. C'est cet équilibre entre les masses et les intermasses. Le corps humain, vous le savez, on a des syphoses et des lordoses. Donc tout ce qui va être syphose, c'est ce qu'on va appeler des masses, c'est des zones qui sont plutôt denses et qui bougent peu. On va retrouver le crâne, le thorax avec les côtes, au niveau du sacrum, et après au niveau du pied, on va retrouver le calcanéum, et au niveau de l'avant-pied, les têtes métatarsiennes. Même si elles bougent beaucoup, ce sont des zones qui ne sont pas censées avoir beaucoup de mobilité. Et entre ces masses, on va avoir des zones de déformation qu'on appelle les intermasses, qui sont les zones lordosiques, au niveau des cervicales, des lombaires, du genou et de l'arche plantaire. Si vous regardez un petit peu sur les motifs de consultation que vous retrouvez au cabinet, souvent c'est ces intermasses qui sont à l'origine des douleurs. Non pas parce que, par exemple, une lombaire ou un problème où le genou est problématique en primaire, mais c'est souvent parce qu'il y a un non-alignement des masses qui sont au-dessus. Si le corps humain part en avant, on le verra plus tard, le genou va se tendre en récurvatum pour compenser, et le genou sera en souffrance. Ce n'est pas une histoire de genou, c'est une histoire de posture globale. Alors, on va parler aussi un petit peu de notion des chaînes musculaires. Parce que dans notre profession, en tant que podologue, si on veut accéder à l'ensemble du corps et des pathologies autres que le pied, il faut bien comprendre que le corps est ceinturé par des chaînes musculaires qui sont des ensembles de muscles
qui sont reliés par le fascia et qui fonctionnent tous en même temps. Ça a été assez bien décrit, vous pouvez retrouver Mézières pour le plus connu, Busquet, Denis Struff, mais il y en a eu plein d'autres, Piret, Béziers. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a une famille de muscles, une chaîne musculaire qui se met en tension, elle va déformer le corps dans un certain axe. Quand cette programmation, quand cette hypertension devient de plus en plus importante, elle va entraîner des modifications jusqu'à l'os. On va retrouver des modifications et des tensions. Ça, c'est une phrase qui est assez importante, je trouve, qui est assez rigolote. C'est-à-dire que tous les hommes font le même geste, mais chacun a sa propre manière de le faire. C'est-à-dire qu'un syphosé ne va pas faire le même geste qu'un lordosé, par exemple, et le traitement doit être différent. Une tension entraîne un déséquilibre dans une direction donnée et une modification de la posture. Tous ces muscles vont fonctionner avec ce qu'on appelle le réflexe de myotactique de Sherrington, c'est-à-dire qu'un muscle va entraîner son homologue dans une chaîne musculaire et aussi désactiver son antagoniste. C'est ce qui va permettre le mouvement. Alors je vous ai mis là quelques petites, c'est pas les seuls, quelques petites typologies de certains profils. Alors là on est sur le plan sagittal, il y en a d'autres forcément. Mais c'est pour vous montrer les forces en cause dans certaines postures qu'on voit souvent au cabinet. Sachant que souvent, les plus compliqués, c'est plutôt cela. Ce qu'on appelle, c'est la chaîne postéro-médiane, c'est la chaîne postérieure qui va pousser le poids du corps vers l'avant. Et je vous ai sélectionné ceux-là, il y en a deux autres dans le plan sagittal, tout simplement parce que ces trois postures vont entraîner un récurvatum du genou. Et ce récurvatum du genou, on le retrouve très souvent dans des méniscopathies, parce que ça vient créer une tension sur une zone qui devrait être une intermasse, donc une zone de déformation. Le genou doit pouvoir bouger et doit pouvoir s'adapter à l'axe de la hanche et du pied. S'il est verrouillé sur un récurvatum, il est toujours en pression. OK pour ça? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est les chaînes musculaires tirées de Gottlieb Denis Struff. Là, je vous ai mis les deux typologies qui sont dans le plan frontal. Alors, je vous ai mis deux profils quand même. On va retrouver une typologie, ce qu'on appelle antérolatérale, avec un repliement sur soi. Les gens qui ont tendance à se mettre les pieds en dedans, les épaules en dedans. Ce n'est pas une mauvaise posture, c'est une posture comme une autre. Et des gens qui sont plutôt dans le déploiement. Là, on les retrouve beaucoup avec des méniscopathies, qui sont au contraire dans l'ouverture. Des pieds en canard, les genoux en rotation externe et le bassin en avant. Et c'est ceux-là qui vont nous poser un problème au niveau des genoux, très souvent. C'est l'ensemble de la... Pour ça, c'est la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne postérolatérale. On la retrouve, elle est très présente chez les sportifs, notamment chez les footeux. Alors c'est pour ça qu'on va parler un peu de ces deux chaînes musculaires pour descendre progressivement sur le genou. On a la chaîne postérolatérale qui va prendre, alors ça c'est important à comprendre parce que de là dépend la biomécanique du genou, entre autres, mais surtout de là. Donc là on a la chaîne envers, la chaîne postérolatérale qui va prendre, on va la faire un petit peu courte, le moyen fessier, le vaste externe et le fascia lata, et qui va induire une rotation externe du fémur et une rotation externe du tibia. Cette chaîne postérolatérale aura aussi tendance à entraîner un génuvarum et un effondrement du pied en valgus. À l'opposé, on a la chaîne antérolatérale qui aura tendance à entraîner, on s'en fout pour la hanche, mais une rotation interne du fémur par l'action du petit fessier, et une rotation interne du tibia et un pied plutôt effondré en intérieur au niveau du médio-pied. Au niveau de la biomécanique, on va essayer d'accélérer. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour pouvoir fonctionner correctement, le genou a besoin d'être déverrouillé. Le déverrouillage du genou, c'est un léger flexum, c'est une position qui est hyper importante parce que c'est une position qui est importante pour le diaphragme et toute la respiration. C'est des chaînes musculaires qui fait que quand on inspire, on a besoin de pousser, quand on expire, on descend. Et pour faire ça, on a besoin d'un déverrouillage du genou. Il y a un test qui est très facile à faire. Vous mettez debout, vous mettez les genoux en récurvatum, vous essayez d'inspirer à fond. Vous verrez que votre diaphragme est bloqué, alors que si vous déverrouillez le genou, la respiration se fait beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une chaîne musculaire qui va permettre de faire ça.
Et cette chaîne musculaire, si elle est contrariée par d'autres muscles, on peut très vite se retrouver soit sur un flexum un peu plus marqué, qui va contraindre le genou, soit sur un récurvatum lié par les muscles opposés. Pour la petite histoire, quelqu'un qui vient avec un syndrome fémoro-patellaire ou une patella alta, par exemple, et qu'on renforce dans ce cas de figure, qu'on renforce le quadriceps, on est sûr de lui aggraver son problème. Parce que le problème n'est pas là, le problème est ici. Je pense que les kinés, vous le savez. Ça, c'était pour les podologues. On va se rapprocher un petit peu du genou. On revient toujours sur cette chaîne postéro-latérale. Alors cette chaîne postéro-latérale, comme je vous disais, c'est les fibres du moyen fessier qui descendent et qui vont entraîner ce fameux génuvarum et une compression du compartiment fémoro-tibial interne. Toute cette rotation entraînera un pied, facile à reconnaître, plutôt large au niveau de l'avant-pied, et un effondrement en valgus, à l'opposé de la chaîne antérolatérale où c'est un pied qui est plutôt étroit. Si on remonte un petit peu, on va retrouver, ça va entraîner un iliaque postérieur et généralement une inflexion de la colonne vertébrale au niveau du côté qui est tendu, avec une petite inflexion et une attitude scoliotique au niveau lombaire. On va passer parce que ce n'est pas le sujet. Voilà, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que ces deux chaînes musculaires, elles vont pouvoir amener, pendant la marche, des rotations des fémurs. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle le demi-pan antérieur, la chaîne postérolatérale va entraîner une rotation externe du fémur, alors qu'à contrario, si on descend un petit peu, le tibia aura une rotation interne. À l'opposé, quand on fait le demi-pas postérieur, on a une inversion de cette rotation. Le fémur part en rotation interne et le tibia en rotation externe. Maintenant, ces deux rotations, ici et là, vont se faire, là je vous ai mis une représentation, autour de ces deux ménisques, sachant que le ménisque externe qui est plus fermé va permettre un point de pivot, alors que le ménisque interne, lui, va permettre le glissement d'avant en arrière du fémur sur le tibia. Jusque-là, tout le monde est d'accord? Donc si le genou est bien libre de ces deux chaînes musculaires dont on parlait tout à l'heure, ce pivot va se faire correctement et le fémur va pouvoir avancer et reculer sans contrainte sur le ménisque. Si maintenant on a une contrainte musculaire, ça va venir serrer le genou et en serrant le genou va apparaître une contrainte qui va pousser un petit peu le ménisque externe et qui aura tendance à venir l'éroder au fur et à mesure des années. Et ça va donner cette méniscopathie dégénérative. Je ne sais pas si le chir... Non, le chir, il s'en fout. Il est ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à savoir. Une fois qu'on a diagnostiqué le ménisque, la pathologie méniscale, il faut aller regarder, moi c'est quelque chose que je regarde tout le temps, c'est si le tibia, en position fléchie, assis sur la table, si le tibia peut tourner sur le fémur, si j'ai une rotation qui se fait correctement. Si la rotation ne se fait pas, il y aura toujours une contrainte qui va se faire là. Pour les podologues qui utilisent des plateformes de force, on retrouve ce qu'on appelle il y a un changement de courbe dans le plan frontal au moment où les gens poussent, c'est-à-dire qu'au moment où les gens sont dans cette position-là. Et ce changement de courbe, c'est ce qu'on appelle un essorage du genou. Et cet essorage du genou, il va se faire à force, à chaque pas. Et là, on aura une pathologie et on peut la voir venir et on peut l'anticiper. Là, je vous ai mis quelques morphotypes. Alors, on connaît tous le génivalgum et le génivarum, sauf qu'il y a quand même des petites composantes un petit peu différentes. C'est-à-dire que le vrai génivarum, où on a une rotation externe du genou, il regarde vers l'extérieur et un flexum. On a le vrai génivalgum, toujours sur un flexum avec une rotation interne du genou. Mais on a aussi ce qu'on appelle les faux génivalgum et faux génivarum, qui vont avoir une composante rotatoire un peu différente. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec une extension du genou, un récurvatum et une rotation interne, alors que là, on va retrouver une rotation externe et une extension. Celui-là et celui-là, à la radio, on va toujours vous mesurer un génivalgum. Les deux ne se traitent absolument pas de la même façon. Parce que là, on est sur un flexum, là, on est sur un récurvatum.
OK? Alors, quelle est la place pour la prise en charge posturale dans les microtraumatismes ou les lésions chroniques? Alors, je vais reprendre un petit peu, bon, tout le monde connaît ça, c'est le plan classique de la gestion de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on retrouve un système de capteurs qui vont donner des informations à un système central qui va les intégrer et donner une réponse au niveau des muscles, et c'est une boucle sans fin qui va permettre, c'est-à-dire que la réponse au niveau musculaire va re-stimuler des capteurs qui va redonner, et tout ça va permettre un équilibre fin. Donc là, je vous ai mis un petit peu tout ce qui rentre, bon, c'est assez connu, tout ce qui rentre dans la gestion de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on a des capteurs au niveau des yeux, au niveau de la mâchoire et au niveau des pieds, et beaucoup au niveau de la peau d'ailleurs. Bien, alors ça, je pense que c'est la diapositive la plus importante, c'est-à-dire que c'est la loi des barorécepteurs. Avis aux podologues aussi qui sont là, et aux étudiants en podologie. C'est-à-dire qu'on sait maintenant, et depuis un bon moment, qu'une modification du seuil sensoriel de certains capteurs plantaires entraîne immédiatement, et pas à retard, c'est tout de suite, un réajustement du tonus et un programme moteur pour répondre au mieux au maintien de la posture. C'est-à-dire que dès qu'on met une stimulation sur le pied, on aura une réponse qui est tout de suite. Donc, une fois que vous êtes familiarisé vous pouvez faire des tests posturodynamiques, il en existe plein, la réponse doit être tout de suite, ça marche ou ça ne marche pas. Même chose, quand on utilise des plateformes de force, on peut mettre un élément sous le pied et regarder l'incidence qu'on a de la tête aux pieds. Bon, ils ont été pas mal à travailler là-dessus. Bon, ces travaux corroborent la position de l'ingénieur qui attribue au pied une place de choix dans le contrôle des activités posturo-cinétiques. On le verra plus tard. Le pied est extrêmement innervé, il y a beaucoup de capteurs de pression, et ces capteurs de pression sont là en permanence activés pour donner une information au cerveau sur comment placer le bassin. Une fois qu'on comprend bien ça, on peut imaginer qu'une semelle va permettre de corriger une position de tête, corriger une position d'épaule, ou une position de genou. Alors je m'écarte un petit peu du ménisque. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la loi des barorécepteurs, c'est-à-dire que l'augmentation d'une pression au niveau d'une zone plantaire augmente le tonus des muscles, et qui tend à décharger cette zone. C'est-à-dire que si on met une petite cale rigide, avec une haute densité, on va avoir tendance à stimuler des muscles. L'opposé est vrai, c'est-à-dire que si on met quelque chose de plutôt très souple, passer un certain short, c'est la dureté des matériaux qu'on va mettre sous le pied. Au contraire, on va avoir une action inhibitrice au niveau d'une chaîne musculaire. Au-delà de 3 mm, on n'aura plus une action posturale, on aura une action plutôt mécanique. Ce qui est important, parce que si on revient sur une lésion dégénérative du ménisque, on apprend souvent à mettre un gros coin pronateur sans trop se poser de questions. Si on a une chaîne postérolatérale qui est très tendue et un moyen fessier qui est très tendu, le gars, on va l'amener dans une pronation, sauf qu'on oublie juste que le bassin, il n'a pas envie d'y aller, parce que le moyen fessier, piriforme, etc. sont contractés, il est déjà en rotation externe. Donc on va peut-être lui soulager son genou, mais sur du long terme, on va lui bousiller certainement le dos. Donc il est vachement important de commencer, si on veut faire un travail postural, avec des éléments plutôt fins. D'accord ? Parce que plus on va être fin, plus on va être efficace sur l'ensemble du corps, et moins on crée une contrainte. Il ne faut pas oublier que le pied, on nous a mis 28 articulations dans le pied, on nous a mis 102 ligaments, si ma mémoire est bonne, et que c'est fait pour bouger. Donc il faut peut-être éviter de mettre des choses qui sont trop bloquantes sous le pied. Plus on bloque le pied, plus on crée une contrainte au-dessus. Bon, là, on ne le voit pas bien, bon, c'est au niveau de l'irradiation des nerfs, et c'est justement ça qu'on va utiliser, et on retrouve effectivement toutes les chaînes musculaires sur les zones du pied qui vont permettre de modifier la posture des gens, de les amener soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit dans l'ouverture, la fermeture, faire une adduction, et travailler sur toutes ces chaînes musculaires, en venant placer de façon précise des éléments de correction. Encore une fois, plus on est petit, plus on est efficace sur la posture. Et plus on est petit, on peut être dur et mou, on est efficace, alors que plus on va être épais, plus on va taper dans le patient. Moi, j'ai parlé un petit peu vite parce que notre premier médecin a mis 35 minutes au lieu d'en mettre 15.
Donc il fallait rattraper un peu de temps. J'espère que ça a été clair. C'était effectivement un peu plus orienté pour les podologues. Mais pour les kinés aussi, c'est important. On est une profession où on peut largement aider vos patients. On peut largement aussi les prendre en charge. Quand vous êtes dans un échec thérapeutique, la solution de la podologie peut être aussi efficace. Et comme disait notre ami kiné, plus on travaille main dans la main, plus on est efficace sur le patient. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un ego qui parle, c'est un patient qui est au milieu. Et ce patient, il faut d'abord le prendre en charge, le rassurer, et puis le faire tourner en fonction des gens qui ont la compétence pour le faire.